Donc, comme je vous l'ai dit, donc le sujet du jour, c'est vraiment comment on attire de nouveaux talents et on booste son impact social. Donc évidemment, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus interactif possible. Si vous avez des commentaires à faire, des remarques, des questions, n'hésitez pas à intervenir. On est vraiment là pour ça. C'est vraiment, voilà, on le veut en mode espace de parole, sans jugement, parce qu'effectivement, en plus, on traite des stéréotypes, donc ce sera encore mieux. Le tout dans la bonne humeur et la curiosité, et ce sera vraiment formidable. Pour vous donner un petit mot sur le programme. Donc, ce qu'on a prévu, bon, c'est 45 minutes, donc j'étais un peu en retard, je m'en excuse. Mais en tout cas, on va essayer d'aborder la question des stéréotypes. Donc là, c'est plutôt Priscilla qui va se charger de ce domaine. Donc, vous expliquer un peu ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ils nous concernent tous. Vous dire un mot aussi, donc là, ce sera plutôt moi sur tout ce qui va être partie emploi, contexte actuel du marché, comment on peut aborder la question des critères de recrutement et la question des freins à l'emploi qui touchent particulièrement le public immigré, hein, mais aussi d'autres publics. Et puis enfin, on conclura sur la nécessité d'inclure la diversité et l'inclusion au sein des organisations et quelles sont les pistes d'action possibles. Voilà ce que je peux vous dire sur le programme et je vais laisser la parole à Priscilla qui va vous aborder la question des stéréotypes en commençant par un petit jeu. On va vous poser des questions et puis on va vous demander de voter. L'idée, c'est de voter le plus rapidement possible, de ne pas commencer à réfléchir pendant des heures, mais vraiment la première réponse qui vous vient à l'esprit. Je vais vous présenter des personnes et je vais vous demander, d'après vous, quel métier ces personnes font. Très simple, une réponse par A, B, C ou D. C'est parti. Alors, cette personne, est-ce qu'elle est A, musicienne, B, enseignante d'art plastique, C, développeuse web ou alors D, vendeuse de prêt-à-porter? Bien joué. C'était un musicien trompettiste de jazz. Ok, question suivante. Nouveau personnage. Cette personne, est-ce qu'elle est A, professeur de danse, B, sociologue, C, garagiste ou D, assistante maternelle? Effectivement, Pinar Selek, elle est sociologue. Question suivante. Autre personnage. Est-ce que cette personne, elle est A, ingénieure dans le bâtiment, B, journaliste sportive, C, est-ce qu'elle est éducatrice en crèche ou alors D, est-ce qu'elle est pizzaiola? Ok, personnage suivant. Alors, est-ce qu'il est A, livreur, B, ingénieur agroalimentaire, C, formateur en insertion ou D, responsable RH? Formateur en insertion. Et il est même conférencier en plus. Super. Et dernière personne qu'on vous présente, est-ce qu'elle est A, formatrice en nutrition, B, travailleuse sociale, C, directrice d'association ou D, cuisinière en restauration collective? Eh bien, c'est une bonne réponse, mais cette réponse, elle était un peu plus complexe. C'est directrice d'association maintenant, mais elle a aussi été formatrice en nutrition, travailleuse sociale et maintenant directrice d'association. Ok, pourquoi je vous ai fait faire tout ça? Eh bien, tout simplement pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on est amené à décider, voilà, à imaginer, quand on voit des personnes comme ça qu'on ne connaît pas, eh ben, automatiquement, il se passe des choses dans notre cerveau qui fait qu'on va projeter des choses sur ces personnes en fonction de l'expérience qu'on a eue passée, des personnes qu'on a croisées qui ressemblent. Et donc, c'est ce mécanisme qu'on va décrypter là. Alors, pour commencer, d'abord, notre cerveau, il faut comprendre qu'il organise l'information un peu à la manière de, comme si notre cerveau, c'était un immense meuble à tiroirs, vous savez, comme les tiroirs dans les pharmacies, là, où il y a plein de tiroirs. Et donc, ça fonctionne comme ça. Et donc, à chaque fois que notre cerveau reçoit des informations, et il est bombardé quotidiennement d'informations, notre cerveau va ranger les informations dans les tiroirs. C'est ce qui s'appelle une façon de catégoriser. Et donc ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est ça qui fait c'est notre capacité à ordonner et à réorganiser continuellement les changements et la complexité qui nous entoure, qui nous rend si intelligents et intelligentes. Hein, c'est pour ça qu'on a une évolution assez incroyable de notre espèce humaine. Et donc, pour arriver à être aussi intelligent, notre cerveau passe son temps à tout réorganiser. C'est ce qui s'appelle en gros la plasticité cérébrale. Si on devait donner une image, ça pourrait être ça. C'est la capacité à tout réorganiser, à tout ranger tout le temps.
Donc, notre cerveau est un peu un maniaque. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et donc, dans la slide suivante, je vous montre que une façon qu'il a de ranger dans les tiroirs, c'est de catégoriser. Donc, par exemple, on catégorise dès qu'on est enfant, enfin, dès qu'on est, on commence à catégoriser. Et donc, c'est décider quelle information on va mettre dans quel tiroir. Donc, au début, on va mettre plutôt la carotte dans le tiroir des légumes, la pomme dans celui des fruits, et puis ensuite, ça va se complexifier. On va mettre la tomate dans le tiroir des fruits qu'on mange comme un légume, et on va complexifier au fur et à mesure que on apprend et qu'on a des informations. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qui est essentiel pour notre cerveau. Par exemple, si je vous demande de retenir, de mémoriser une liste de 30 prénoms, par exemple, eh bien, une des façons qui va vous permettre de le faire plus facilement, ça va être de catégoriser les prénoms. Vous allez mettre d'un côté les prénoms composés, d'un côté les prénoms plus simples que vous connaissez, d'un côté les prénoms étrangers. Et ça va vous aider, par exemple, à mémoriser. Et donc, ce mécanisme, il intervient aussi dans l'apprentissage. Et donc, il est utilisé pour tout, aussi bien les légumes que les êtres humains. Et voilà. Donc, pour les êtres humains, on va dire que notre cerveau utilise les stéréotypes. Donc, il va utiliser la catégorisation, par exemple les Français, les Américains, et en plus, il va y ajouter une généralisation. Tous les Français, tous les Américains sont comme ci ou comme ça. Il faut bien comprendre que tous ces mécanismes, ils sont là depuis depuis la préhistoire. Enfin, et donc, au temps de la préhistoire, ça pouvait vraiment faire une différence de catégoriser très, très rapidement une personne qui avait une autre couleur de peau parce que ça pouvait vraiment signifier un gros danger pour sa vie. Ça amène vraiment, c'était un mécanisme de survie que de pouvoir reconnaître des personnes différentes de soi. Donc ça, c'est vraiment à bien comprendre parce que ça explique pourquoi on en arrive à stéréotypiser les personnes qui sont autour de nous. Mais il y a vraiment un sens originel quoi, dans notre conception, dans notre cerveau. Et donc, aujourd'hui, c'est encore utile, les stéréotypes, parce que ça nous sert, par exemple, quand on n'a aucune information sur une personne qu'on croise, eh ben, ça va nous servir à prendre une décision rapidement sur comment on entre en communication avec cette personne. Sinon, on serait là complètement hébété à pas savoir comment interagir avec une personne qu'on ne connaît pas. Donc, ça nous sert quand même à prendre des décisions très rapides. Donc, ça a un intérêt, mais ça a aussi tout plein de limites. Et les limites qu'on peut voir, évidemment, c'est que les stéréotypes, souvent, ils sont très figés. Ils vont vraiment figer des caractéristiques précises à toute une catégorie de personnes. Et dans ces caractéristiques, il va y avoir les caractéristiques physiques, les caractères, les qualités, les défauts, la position sociale et des coutumes et aussi un job. Quand on va voir une personne, on va, voilà, notre cerveau, automatiquement, on n'y réfléchit pas, c'est vraiment inconscient, on va traiter l'information et en fonction de, je sais pas, la tenue vestimentaire, la couleur de la peau, le style de la personne, on va lui associer des compétences et un job. Alors, les stéréotypes, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. D'accord, on n'est pas forcément d'accord que les femmes voilées sont ceci, cela, des terroristes ou comme là, c'est des. Alors là, c'est des images américaines, c'est des illustrations américaines, donc ça représente les stéréotypes américains. Mais on n'est pas forcément d'accord. C'est vraiment ça qui est important de comprendre avec les stéréotypes. On n'est pas forcément d'accord avec les stéréotypes, mais néanmoins, on les connaît. Et donc, si je vous fais une blague avec des Belges, vous allez connaître le stéréotype, les Belges. Alors, pardon, j'espère qu'il n'y a pas de Belges parmi vous. C'est pas du tout pour offenser les Belges. C'est juste pour comprendre que on est forcément, même si on n'est pas d'accord, on les connaît et donc on pourra éventuellement rire de la même chose parce qu'on connaît le stéréotype. Donc, c'est vraiment important. Mais parce qu'on les connaît, et je répète, même si on n'est pas d'accord, ils sont dans la société et ils traversent notre cerveau et voilà, ils nous influencent, malgré nous. Et donc, en ce qui concerne les jobs, par exemple, notre cerveau, il associe aussi des catégories à des compétences professionnelles. Donc, par exemple, là, on a typiquement l'image d'un homme asiatique. Donc, j'en ai mis plusieurs parce qu'évidemment, dans les stéréotypes, peu importe l'homme asiatique qu'on va voir, on va peut-être avoir ce genre de représentation qui va venir, puisque le stéréotype généralise.
Et le fait de connaître ces stéréotypes fait qu'on va associer facilement avec ce profil d'un homme asiatique des compétences professionnelles. Par exemple, on va imaginer que les hommes asiatiques sont bons en informatique, travaillent beaucoup, sont plutôt autonomes, sont plutôt discrets, sont très forts dans leur capacité de reproduire des choses. Alors ça, encore une fois, c'est très, très inconscient. Et on va avoir plus de mal à associer un homme asiatique à des compétences de care, donc de prendre soin des autres, des compétences, je sais pas moi, de direction ou d'un métier avec une force physique. Mais en vrai, on n'en sait rien. Le petit test que je vous ai fait faire pour le jeu, pour définir le métier des personnes, en vrai, c'était pure devinette, parce qu'il y avait vraiment peu d'éléments qui allaient vraiment nous mettre sur la voie des compétences de ces personnes. Est-ce qu'on sait si ces personnes, elles savent bien cuisiner ou pas, elles sont bonnes en informatique ou pas? Franchement, il n'y a rien dans leurs photos qui peut nous indiquer ça. D'accord? C'est vraiment de la pure supposition. Mais c'est issu des stéréotypes. On va être influencé par les stéréotypes pour définir ce type de compétences. Et puis, ça marche aussi à l'inverse. Donc, à certains postes, on va associer des caractéristiques très stéréotypées. Donc, par exemple, là, l'exemple d'un chef de chantier. Donc, c'est une vraie annonce. Donc, j'ai enlevé tous les détails, mais c'est une vraie annonce. Donc, on a une photo qui est associée à chef de chantier. Donc, de par la formulation, de par l'image, on imagine que la personne qui recrute, l'entreprise qui recrute, elle a inconsciemment certaines attentes. Potentiellement, elle recrute plutôt un homme, plutôt blanc, avec un parcours scolaire type, plutôt français, plutôt moins de 40 ans, plutôt hétéro, plutôt de style classique. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas accepter des personnes qui sortent de ces caractéristiques. Néanmoins, ce que ça veut dire, c'est que si une personne se présente qui ne correspond pas à l'image inconsciente qui est attendue de la personne qu'on cherche à recruter, potentiellement, notre cerveau, il va avoir un petit peu plus de mal à associer le poste à la personne candidate qui ne correspond pas à ces critères. Parce que notre cerveau va devoir réorganiser ses tiroirs. Il va devoir aller chercher, parce que le tiroir le plus simple, c'est le tiroir dans lequel il y a toutes ces caractéristiques qui sont mêlées à ce poste, les attentes qu'on a envers ce poste. Donc, ça va demander un travail un peu plus important de notre cerveau. Et comme notre cerveau est un muscle, d'accord, son boulot, c'est de trouver les solutions les plus faciles, les solutions qui demandent le moins d'efforts. Et donc, notre cerveau va naturellement aller chercher à s'économiser. Et donc, il va naturellement chercher à ouvrir les tiroirs les plus faciles à ouvrir, pas ceux qui coincent un petit peu, d'accord, parce qu'ils ne s'ouvrent pas souvent. Il va chercher à avoir ceux qui s'ouvrent facilement parce que ils sont régulièrement sollicités avec des informations qu'on reçoit de l'extérieur, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour la partie automatique de notre cerveau, elle n'est parfois pas en mesure de prendre en considération toute la complexité que représente, par exemple, le fait de recruter quelqu'un. Les stéréotypes, ils sont pas la partie automatique dans laquelle les stéréotypes se trouvent. Elle n'est pas apte vraiment à faire ses choix. Donc, elle nécessite de passer dans l'adaptatif. La partie adaptative de notre cerveau, c'est celle qui réfléchit plus, qui prend des décisions en pesant le pour et le contre, qui va beaucoup plus prêter attention aux conséquences. La partie adaptative, elle va vraiment prendre le temps de la réflexion. Et donc, elle va utiliser beaucoup d'énergie. Mais c'est celle qui va être nécessaire de solliciter quand on est dans une phase de recrutement, parce que si on laisse les automatismes et l'inconscient prendre la main, ça nous dirige tout droit vers les attentes stéréotypées qu'on peut avoir d'un potentiel candidat ou d'une potentielle candidate. Et notre cerveau, il n'aime pas trop aller dans l'adaptatif. Donc, il faut, disons, habituer notre cerveau, ouvrir les tiroirs qui coincent plus souvent de façon consciente en faisant l'effort pour que, in fine, les tiroirs qui coincent, finalement, on met un peu d'huile et on finit par les ouvrir plus facilement pour que ça devienne de nouveaux automatismes. Donc, c'est ça un peu le travail qu'on vous propose avec Clément. C'est de graisser vos tiroirs
pour que, si vous êtes dans une situation de recrutement, vous puissiez recruter au-delà des stéréotypes et des attentes classiques. Parce que finalement, les stéréotypes, ça joue en défaveur du recrutement, parce que ça amène à aller vers une voie toute tracée et à ne pas voir les autres voies, c'est-à-dire les autres tiroirs qui coincent. Donc, voilà, maintenant, Clément va pouvoir nous parler du marché de l'emploi et on va voir comment on peut associer cette question des stéréotypes avec comment on peut recruter différemment. Merci Priscilla. Est-ce que, avant que je n'embraye à ce stade, vous avez déjà des premières questions ou des commentaires sur cette première partie sur les stéréotypes? Ou est-ce que ça va? Ok. Ouais, évidemment, ça va très très vite. Hein. Les stéréotypes, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc là, j'ai vraiment synthétisé l'essence même du sujet par rapport au recrutement. Hein. Ok. Bon, alors à ce moment-là, je vous propose d'enchaîner. Alors effectivement, moi, je vais vous parler plutôt dans un premier temps de chiffres de l'emploi, un peu pour bien vous expliquer quel est le marché de l'emploi et quelle est la réalité actuelle. Hein. Et évidemment, vous avez tous entendu à multiples reprises que il y avait des difficultés de recrutement, que beaucoup de monde cherche à recruter. Et est-ce que ça se vérifie dans les chiffres? Eh bien, tout simplement, il suffit de prendre les chiffres de Pôle emploi de 2023 qui ont été publiés récemment. Et la première chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on estime à plus de 3 millions les projets d'embauche en France. Donc, c'est un chiffre, alors c'est peut-être pas forcément parlant, mais c'est conséquent. Il faut savoir que c'est à peu près du même niveau que l'année dernière, mais que c'est bien supérieur au niveau de 2021. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette proportion-là, on a 72% qui sont des emplois durables, c'est-à-dire des CDI ou des contrats à durée déterminée qui ont une durée supérieure à 6 mois. Donc, on voit vraiment que les besoins sont là et sont de longue durée. Ce qui est intéressant de mettre en avant également, c'est qu'il y a aujourd'hui une entreprise sur 3 qui envisage de recruter. Donc, effectivement, on voit vraiment qu'il y a une vraie tendance de fond avec des vrais besoins. Pareil, à titre de comparaison, il y a 2 ans, on était plutôt à une entreprise sur 4. Donc, on voit que c'est vraiment une montée en puissance de la demande. Et puis, si on regarde un peu la typologie des entreprises, on voit qu'il y a 7 projets sur 10 qui concernent des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, plutôt des structures, on va dire, de relative petite taille. Mais en tout cas, c'est ça. Ce qui ressort dans les chiffres, c'est que le besoin de recrutement, il est plus marqué chez les PME. Si on met ça d'un point de vue secteur, très clairement, on voit là de façon significative qu'on a plus de la moitié des projets de recrutement qui concernent les secteurs des services. Alors déjà, services aux particuliers en premier ordre, mais également services aux entreprises. Et viennent ensuite, dans une moindre mesure, le commerce, l'industrie, la construction et l'agriculture. Et si on met ça d'un point de vue régional, on voit que sur la carte que je vous ai mis, évidemment, plus le bleu est foncé et plus il y a deux projets de recrutement ouverts. Donc, on voit qu'effectivement, sur la moitié sud, il y a plus de besoins, et également en région parisienne. Et si on regarde, par exemple, on voit quand même qu'en Pays de Loire, mais malgré tout, il y a également pas mal de besoins. Maintenant, si on regarde par métier, donc je vous ai mis entre guillemets le top 10 des métiers qui recrutent le plus. À votre gauche, vous avez donc les métiers, on va dire, à l'échelon national. Donc aujourd'hui, le métier qui recrute le plus, très clairement, c'est serveur de café-restaurant. Tout ce qui va être viticulteur, arboriculteur, les métiers de la cuisine, d'entretien, agriculture, on retrouve. Donc là, quand c'est agriculteur salarié, hein, je précise. Tout ce qui va être aide à domicile, aide-soignant, voilà, métier du care, hein, comme disait tout à l'heure Priscilla, les professionnels du socio-culturel, de l'animation socio-culturelle, les manutentionnaires, les cuisiniers. Ça, c'est vraiment le top 10 à l'échelon national. Et en fait, si on fait un zoom, notamment sur la Loire-Atlantique, et bien finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a les mêmes métiers. C'est juste qu'ils sont dans un ordre différent, mais finalement, les besoins sont à pourvoir sur les mêmes métiers et les mêmes secteurs. Alors, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux stéréotypes,
Je suis sûre, vous allez me confirmer ou pas, que quand Clément a parlé de serveurs de café-restaurant, de viticulteurs, agriculteurs, je suis sûre que vous aviez en tête une image de la personne, une image un peu prototypée, stéréotypée de la personne que peut être un serveur de café-restaurant. Et ben c'est ça en fait les attentes implicites qu'on peut avoir quand on est en phase de recrutement. C'est l'image stéréotypée de la personne qu'on voit dans ce métier et que potentiellement si on recrute, et ben on va chercher à recruter en fonction des stéréotypes qu'on a de ces métiers. Je ferme la parenthèse. Enfin, en tout cas, à titre personnel, j'ai des représentations. Je ne dis pas qu'elles sont bien, mais bon, je pense qu'on en a tous, malheureusement. Donc, en tout cas, voilà, il y a ces postes qui sont là à pourvoir, et c'est pareil, vous entendez tous les entreprises se plaindre qu'elles n'arrivent pas à recruter, que c'est difficile en ce moment. Et si on regarde les raisons, eh bien, on s'aperçoit que la raison principale et qui est très nettement en avant, c'est tout simplement parce qu'il y a un nombre insuffisant de candidats. Moi, j'entends régulièrement des entreprises me dire on a émis une offre d'emploi sur Pôle emploi ou sur d'autres job boards et on a très peu de candidatures, voire parfois on en a zéro, notamment des artisans ou ce type de métier. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand on en a malgré tout quelques-unes, la plupart du temps, elles sont pas forcément, le profil n'est pas adéquat avec les critères recherchés par l'entreprise. Donc, c'est la seconde raison, hein, également, 71%, c'est élevé. Et ensuite, viennent dans un second temps les conditions de travail, tout ce qui va concerner l'image de l'entreprise, le manque de moyens financiers et l'accès au lieu de travail. Ce que je trouve également intéressant à souligner, c'est qu'on voit que l'aspect financier, il n'arrive qu'en 5e position, et avec 17%, et souvent on peut se dire que c'est peut-être la raison numéro 1. Eh bien, on voit qu'effectivement, c'est pas ça. C'est vraiment le fait qu'on n'arrive pas à capter les candidats et à les trouver. Donc maintenant, donc là, je vous ai parlé côté entreprise. Maintenant, je vais vous parler plutôt côté demandeur d'emploi, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a des besoins. Mais la question légitime à se poser, c'est est-ce qu'il y a encore des chômeurs et quel est le taux de chômage aujourd'hui en France? Et donc, si on regarde les chiffres 2022, on voit que au niveau national, on était sur un taux de chômage qui était à 7,3%. Ce qui est intéressant de voir, c'est que selon l'âge, eh bien, le taux de chômage n'est pas le même et on voit là très nettement qui frappe beaucoup plus sévèrement les 15-24 ans. Hein, on est à 17%, ce qui est assez élevé. Et si on regarde aussi l'évolution dans le temps, on sait qu'évidemment, après le choc pétrolier, le chômage de masse a vraiment s'est développé. Mais si on regarde à plus court terme, on voit que depuis 2015, on est sur une baisse durable du chômage. Malgré tout, ça représente encore aujourd'hui plus de 2 millions de personnes, ce qui est quand même encore… voilà, 7,3%, ça représente 2 millions de personnes, 2,2 millions de personnes sur le marché. Et pareil, si on regarde ça d'un point de vue, donc là c'est plutôt au niveau des départements, mais on voit qu'effectivement, il y a de fortes disparités. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que faire ce zoom sur la Loire-Atlantique, on voit qu'on est à 5,5%, donc entre guillemets, on fait plutôt partie des bons élèves. Et souvent, on a tendance à considérer qu'en deçà de 5%, on est dans une situation de plein emploi. Donc ça pourrait paraître comme une bonne nouvelle, mais ça a aussi son pendant, puisque effectivement, c'est plus difficile de trouver des candidats de fait. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, moi, je me suis focalisé sur un public en particulier, hein, qui est le public étranger, et donc public immigré. Et donc, si je regarde les chiffres sur cette population-là, alors c'était les chiffres de l'INSEE en 2021, on est à 12,7%. Et en gros, on voit qu'on est à peu près, grosso modo, à un niveau qui est 2 fois supérieur à celui des personnes qui sont nées dans l'Hexagone. Donc ça, c'est un problème parce que c'est un public qui a également énormément de compétences, hein, de par leur parcours, de par leur histoire professionnelle, personnelle. Ce sont des gens qui ont des compétences de motivation, d'adaptation, de résilience, et qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment utilisées. Ce sont vraiment des personnes qui sont la plupart du temps disponibles pour travailler, qui sont motivées.
Donc, soit elles n'ont pas accès à l'emploi, soit elles sont en emploi et on a vu que parmi les métiers qu'on a évoqués tout à l'heure, eh bien, malheureusement, il y en a beaucoup qui exercent ces métiers-là et la plupart du temps par défaut. Donc là, je vous ai remis un classement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des métiers qui recrutaient le plus. Là, ce sont les métiers où il y a le plus de difficultés à trouver des candidats. Ce qui, du coup, n'est pas tout à fait la même chose. Et là, on voit que notamment à l'échelon national. Donc, on va retrouver le métier de couvreur, qui est vraiment un métier très, très en tension. Je trouve que on n'est pas loin des 100%. Hein, c'est quasiment impossible de trouver un couvreur. Les pharmaciens, métier de la santé, les aides ménagers, tout ce qui va être aussi chaudronnerie, tôlerie, carrosserie. Ces métiers-là industriels sont très recherchés. Voilà, on va retrouver plombier, tout ce qui va être autour du médical, les conducteurs de transport en commun. Donc ça, c'est à l'échelon national. Et grosso modo, on retrouve à peu près les mêmes au niveau Loire-Atlantique. On voit que dans les premiers, c'est encore du service. Hein, c'est vraiment l'aide à domicile, les employés de maison, les coiffeurs esthéticiens, l'hôtellerie, aides-soignants, et ainsi de suite. Et effectivement, quand on regarde cette liste-là, je pense que tout le monde sait que ces métiers-là sont déjà occupés par du public immigré, mais malheureusement, ça ne suffit pas aujourd'hui. Alors, hop. Donc là, si j'évoque la question, donc pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Donc on voit, hein, si je résume, qu'on a des entreprises qui ont des besoins de recrutement qui sont de plus en plus forts, et en face, on a une main-d'œuvre qui est disponible, et on voit qu'il y a un match qui ne se fait pas. Il ne se fait pas pour plusieurs raisons. Si on parle déjà du côté peut-être des entreprises, on voit qu'il y a plusieurs raisons à ça. Est-ce que tu veux en dire un mot, Priscilla, ou est-ce que j'enchaîne? Ton micro est coupé, je pense. Effectivement, il y a notamment la question des stéréotypes. Voilà, avec tu mets les clichés en la peau dure, effectivement. Côté entreprise, il y a ça, entre autres choses. Mais oui, il y a ce que tu as mentionné, la méconnaissance du droit des étrangers, la conjoncture économique, le traitement médiatique qui joue dans la constitution des stéréotypes. Et puis, côté demandeur d'emploi, on ne voit pas les personnes immigrées. On ne voit pas, on imagine, pour eux, c'est une complexité administrative assez impressionnante. Ils sont plutôt isolés, ils ont des difficultés vraiment spécifiques à leurs caractéristiques de personnes immigrées. Oui, et c'est vrai que sur la question de la méconnaissance, notamment quand on est une petite entreprise, qu'on n'a pas forcément de ressources RH en interne, moi je m'aperçois que c'est quelque chose qui fait peur. Souvent, il peut y avoir une volonté de la part de l'employeur à dire « Ok, j'embaucherai bien une personne étrangère, mais bon, ça va être compliqué au niveau de la paperasse, je ne sais pas traiter, est-ce que je vais être dans la légalité ?» Et voilà, et à titre d'exemple, sachez que par exemple, une personne qui a un statut réfugié aujourd'hui en France, de fait de son statut, elle a une carte de résident qui est valable 10 ans, elle a les mêmes droits au travail qu'un Français, qu'une personne qui est née en France, donc elle est disponible immédiatement. Et si elle est inscrite à Pôle emploi, pour l'employeur, c'est zéro démarche à réaliser, enfin, zéro démarche supplémentaire que celle habituelle, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, est peu connu encore, en tout cas pas suffisamment. Et voilà, c'est un vrai frein également à l'emploi. Et en tout cas, s'il y a encore besoin de rassurer, toi, tu es là justement pour apporter cette connaissance du droit des étrangers et de l'aide à l'embauche des personnes immigrées. Oui. Je dirais même qu'avant même d'aborder la question du recrutement, c'est la première chose que moi je souhaite aborder, c'est vraiment faire passer cette information-là. Parce que effectivement, soit elle est méconnue ou partiellement connue. Donc c'est important de passer ce message-là. Et voilà, comme tu l'as dit, Priscilla, il y a beaucoup encore malheureusement de clichés qui sont véhiculés par les médias. À ce titre-là, je vous invite à faire un petit test. Si vous allez sur Google, dans Google Images, et que vous tapez migrants, je vous laisserai regarder les résultats qui apparaissent. Mais bon, concrètement, c'est des Africains entassés sur un bateau.
c'est pas un médecin syrien, c'est pas quelqu'un de qualifié. Et malheureusement, la réalité, c'est les deux. C'est pas que le bateau. Donc voilà, le but de Dibali, c'est aussi ça, c'est de mettre ça en évidence. Donc, effectivement, ce public-là, de toute façon, quand on émigre, eh bien, forcément, on est confronté à certains freins qui sont spécifiques. Donc là, je vous ai mis une liste, on va dire les principaux points. Donc évidemment, il y a l'apprentissage de la langue, hein, ça va de soi. Il va y avoir un peu tout le parcours du combattant, donc on l'a dit administratif, mais également pour avoir accès à un logement, hein, on le sait. Il y a les questions de fracture numérique, parce que tout le monde n'a pas accès à un ordinateur, n'a pas accès à Internet. Aujourd'hui, la plupart des personnes migrantes ont un smartphone, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'ils savent l'utiliser pour faire des recherches d'emploi ou pour faire des démarches de rechercher une formation, enfin, ainsi de suite. Donc là, il y a un vrai enjeu parce que voilà, on sait qu'on va quand même, on tend vers un tout digital, donc ça, c'est important de pouvoir agir sur ces freins-là. Je peux également citer donc la reconnaissance des diplômes, puisque lorsqu'on a des diplômes à l'étranger, eh bien, il peut y avoir des systèmes d'équivalence à faire, donc il y a des démarches à réaliser. Il y a les enjeux de garde d'enfants, tout ce qui va toucher la mobilité, la reconnaissance également du permis de conduire. Ça va vraiment dépendre des pays. La France a des accords avec certains pays et pas avec d'autres. Donc voilà, et évidemment tous les enjeux liés à la santé, hein, puisque lorsqu'on quitte un pays en guerre, eh bien potentiellement on a le déracinement, on a laissé sa famille dans son pays d'accueil, on peut avoir vécu des situations difficiles et qui peuvent rejaillir plus tard avec des problèmes post-traumatiques. Donc voilà, c'est des choses à bien avoir en tête pour justement réfléchir à comment lever ces freins. À titre d'exemple, je peux vous donner le cas d'une personne que j'ai accompagnée, qui était donc guinéenne, qui avait un statut réfugié. Elle a principalement travaillé dans son pays en tant qu'aide-soignante, donc sans avoir validé de diplôme. Donc elle avait des compétences, mais voilà, pas entre guillemets transférables dans le système français. Et en discutant avec elle, en l'accompagnant, ce qui ressortait vraiment, c'est que sa priorité, c'était vraiment d'aider les autres. Voilà. Donc, que ce soit par le soin ou par d'autres biais. Donc petit à petit, je lui ai posé la question de est-ce qu'elle serait, par exemple, d'accord pour travailler dans le milieu plutôt médico-social, peut-être avec le handicap. Donc on a identifié une structure, un foyer qui accueillait des personnes handicapées, où il y avait une possibilité de poste d'accompagnant, mais c'était nouveau pour elle. Donc avec l'employeur, on a prévu une phase d'immersion qu'elle a réalisée. Ça a confirmé son appétence pour ce métier-là. Ça a rassuré l'employeur pour dire, OK, on peut mettre en place des aménagements pour que, voilà, progressivement, elle monte en compétences. On a réfléchi à 3 avec un binôme qui va être identifié, un référent qui va pouvoir être là en soutien pour vraiment faciliter son intégration. Et puis également, il y avait aussi la question de la garde d'enfants, hein, puisque cette personne-là donc est mariée avec 3 enfants, mais en bas âge, avec un monsieur qui travaille de nuit. Et donc là, se posait la question de voilà, comment est-ce qu'on peut aménager les horaires. Donc on a discuté avec la responsable et on a réussi à trouver un système où elle travaillait davantage le week-end, et du coup, ce qui n'impactait pas la garde de ses enfants, et en essayant de placer au maximum des horaires de jour en semaine, de façon à ce que ça soit vraiment limité. Et enfin, dernier frein levé sur ce cas-là précis, l'établissement se trouvait, alors pas forcément très loin au niveau de kilomètres de son domicile, mais en rase campagne, et donc pas forcément bien desservi au niveau des transports en commun. Et donc là, la solution qu'on a trouvée, c'est la location d'un vélo électrique avec un système Biclou. C'est une personne qui a un quotient familial, ça fonctionne avec le quotient familial. Son quotient familial, forcément, elle avait des bas revenus, donc ça devient très intéressant. Et donc, elle a pu bénéficier de ce vélo et
et finalement d'un moyen de mobilité douce et qui permettait de résoudre ce problème de mobilité. Donc voilà, c'est pour vous mettre en évidence que effectivement, il y a des difficultés, mais il y a des solutions et que c'est intéressant et important d'en parler avec l'employeur dès le début. Et que la plupart du temps, eh bien, les employeurs, ils sont ouverts à ça. Et une fois qu'on a, je dirais, qu'on a rassuré sur la question des papiers, des statuts, et bien là, effectivement, on se dit, bon, j'ai un interlocuteur en appui, ok, je peux peut-être faire des efforts et mettre de la souplesse dans mes critères de recrutement. Surtout que c'est un bénéfice, comment dire, l'entreprise, elle est gagnante parce qu'elle reçoit une personne qui est hyper motivée. Ouais, Donc, tout à fait. Et là, c'est ce qui a fait la différence, quoi, parce qu'au départ, par exemple, sur la mobilité, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à recruter de candidats, en tout cas qui n'ont pas le permis. Et quand ils ont vu que cette personne était prête à faire le trajet voilà, avec le Hello, forcément, ça joue en sa faveur. On voit que là, elle est avec son tuteur, elle s'investit, elle pose des questions, enfin, ça fonctionne. Donc, effectivement, c'est positif pour l'ensemble des parties. Et donc, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on aborde donc, la question des critères de recrutement, bah, déjà, la première chose, c'est ce qui est important pour une entreprise, c'est de les connaître, de comprendre ses freins. Et c'est ça qui va permettre d'adapter ces critères de recrutement. Alors, en fonction de ses contraintes métiers, hein, tout n'est pas flexible, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui le sont. Et donc, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer aussi par exemple, des bonnes pratiques en entretien d'embauche. Très souvent, les personnes immigrées, elles ont des gros trous sur leur CV. Et la bonne pratique, ça peut être justement peut-être de pas trop s'attarder là-dessus parce que ces gros trous, ça correspond à une période d'exil, à une période potentiellement traumatique. Et pour autant, cette personne-là a peut-être traversé plusieurs pays, réalisé plusieurs autres métiers. Et donc là, moi, je vais vraiment travailler là-dessus en amont avec la personne, en l'accompagnant pour vraiment essayer d'identifier ça. Vraiment toutes ces compétences là, qui ont été glanées au cours du parcours migratoire et professionnel, et de façon à ce que ce soit plus confortable aussi pour la personne qui la recevra en entretien d'embauche. Et puis, c'est aussi un moyen, le fait de participer à la levée des freins, c'est aussi un très bon moyen pour impliquer les collaborateurs. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un système de tutorat, là, de binôme, mais on voit que ça peut être fait à une autre échelle. Et par exemple, si je vous... là, je vais trop vite. Hop. Si je vous donne un autre exemple, c'est... j'ai vu des cas d'entreprise où il y avait l'intégration d'une personne étrangère qui ne parlait pas très bien français. Et très spontanément, plusieurs personnes se sont proposées pour lui donner des cours du soir bénévolement après le travail. Et donc là, l'entreprise, elle a joué le jeu en disant nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est mettre à disposition une salle, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ça peut être essayer de réfléchir à des mises en place de navettes. Par exemple, lorsqu'on a un lieu de travail qui est un peu loin d'une gare, eh bien, il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre en place une navette pour aller chercher les personnes en gare et les emmener sur le lieu de travail. Ça permet de lever une partie du frein de la mobilité. Donc, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que ça peut bénéficier à tout le monde finalement. C'est Ouais. très inclusif de manière générale. Complètement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais mettre en lumière, c'est que il y a plein de choses à faire. Concrètement, c'est ça. Il suffit déjà de mettre le sujet sur la table, de discuter, de creuser, et il y a des solutions. Donc là, justement, si on va un peu plus loin, on aborde justement plus généralement la question de la diversité et de l'inclusion. Et du coup, à quoi ça sert? Priscilla, je te laisse dérouler cette... Ouais. C'est clair que faire la démarche, faire l'effort, parce que ça demande un effort dans la mesure où on change un peu nos fonctionnements, nos pratiques, d'aller recruter des personnes immigrées, par exemple, ça fait partie de la politique diversité et inclusion d'une entreprise.
Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, pour la direction, c'est bénéfique parce que c'est la marque employeur. Hein, c'est aussi, on est une entreprise inclusive, quoi. Donc, c'est pour l'éthique. S'il y a une éthique particulière, en tout cas, elle est visible. Et ça permet justement de donner une image de l'entreprise qui va être conforme si on met bien les actes. Donc, il ne s'agit pas de faire de la diversité et inclusion washing, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, de le mettre vraiment dans les actes, voilà, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est direct. Ensuite, pour les collaborateurs, il y a une vraie plus-value parce que ça peut mettre en avant les notions d'entraide, ça peut bénéficier à tout le monde en termes d'échange de compétences parce que des personnes qui viennent de l'étranger, ouais, peut-être qu'elles ont appris le même métier, mais peut-être qu'elles l'ont appris avec des nuances différemment. Donc, ça bénéficie forcément à la richesse des pratiques. Sans parler voilà, de l'entraide. Et pour les nouveaux arrivants, ils arrivent hyper motivés. Ça leur permet de se sentir inclus dans l'entreprise. Donc là, il y a le petit schéma, je ne sais pas si vous voyez bien, intégration et inclusion. Donc l'intégration, on voit, donc c'est avec les petits points orange qui représentent les personnes qui seraient intégrées. Donc, ok, on les fait venir parmi nous, mais bon, pas trop quand même, d'accord, on les intègre. Donc, ça peut être l'image des immigrés qu'on a fait venir en France et qu'on a mis dans des zones HLM, par exemple. Donc, oui, ils doivent s'intégrer, mais ils doivent quand même adopter la norme dominante. L'inclusion, c'est vraiment faire en sorte que chaque personne, la norme, c'est que chacun et chacune puisse se sentir bien et inclus. Donc, il n'y a pas de norme dominante dans la vraie inclusion. Donc, la politique diversité et inclusion, c'est comment on fait une culture d'entreprise générale qui va être commun à tout le monde et comment on permet à chacun et chacune d'être unique et spécifique, d'apporter ses propres talents, sa motivation pour que ça bénéficie justement à tout le monde. Donc, ça passe par le recrutement, les techniques de recrutement, les techniques de pratiques internes, par les choix stratégiques. Ça passe par plein d'étapes différentes. Ouais, c'est ça. Et en gros, si je devais faire un schéma type, je dirais, première étape, c'est vraiment prendre conscience des stéréotypes. Ça va vous permettre de transformer vos relations. Donc forcément, vous allez mieux accomplir vos missions et donc, in fine, ça va être un facteur de performance pour l'entreprise. Donc on voit que c'est vraiment, je pense que nous, en tout cas, on est convaincus que c'est l'avenir de l'entreprise. Mais bon, voilà. Il y a en tout cas beaucoup de choses à faire et il faut voir ça comme une opportunité également. C'est vraiment très intéressant. Et donc, pour conclure rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 55, donc les pistes d'action, très simplement, hein, en gros, je vous ai mis 3 pistes d'action et c'est, on va dire, les 3 choses que Dimbali fait au quotidien. Mais la première, évidemment, ça va être autour du recrutement. Donc, ça va être déjà d'identifier et de faire appel à des candidats, comme on disait, qui sont parfois invisibles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller les chercher, de faire en sorte que lorsqu'on a un entretien, le recruteur se base davantage sur les compétences plutôt que sur les diplômes. C'est des choses qui sont encore très cadrées. De faire preuve d'ouverture pendant les entretiens, mais même ensuite, pendant la prise de poste, essayer de bien réfléchir à comment est-ce qu'on accueille au mieux ce type de public, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose, c'est peut-être potentiellement quelque chose de nouveau. Et quand ça l'est pas, c'est toujours intéressant de remettre en question ces pratiques. Typiquement, là, plusieurs fois, j'ai en tête dans le secteur du bâtiment. C'est un milieu qui, historiquement, a toujours recruté énormément de personnes étrangères. Pour autant, c'est pas pour ça que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de question de discrimination. Donc voilà, c'est aussi important de repenser l'accueil, la communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une occasion vraiment d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. Et évidemment, l'idée à travers Dimbali, c'est d'être en appui de tout ça et vraiment de pouvoir proposer des solutions sur ces questions-là. Donc sur le recrutement. Oui, et si je peux compléter, Clément, c'est que aussi le public particulier des personnes immigrées,
c'est des personnes qui vont peut-être pas forcément trouver les canaux pour répondre à des offres d'emploi. Et donc, comment faire en sorte que les personnes qui recrutent et les potentiels candidats et candidates se retrouvent. C'est là où toi, tu interviens parce qu'effectivement, avoir une politique inclusive dans l'entreprise et se dire qu'on peut recruter tout type de personnes, c'est bien, mais encore faut-il trouver parce qu'on ne communique pas forcément sur les mêmes canaux, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Second point, donc la sensibilisation, hein, effectivement, donc se former, soit en faisant appel à des experts hein, sur les questions. Alors, pour ma part, ça va être plutôt d'immigration, d'interculturalité, comme je vous disais, en essayant de donner des outils d'accueil, de communication. Et puis, Priscilla, elle va plutôt être spécialisée sur l'analyse des impacts des stéréotypes dans l'environnement professionnel. Également fresqueuse de la diversité, si tu veux dire un Ouais, mot c'est ça. là-dessus. Et globalement, tout ce qui concerne l'inclusion de manière générale dans l'entreprise, comment on fait pour inclure tout le monde. Ouais. Également, je vous glisse aussi des webinaires qui sont gratuits, qui sont du collectif Work with Refugees, qui sont en ligne, qui abordent ces questions-là. Et puis enfin, la dernière partie, qui du coup est plutôt, on va dire, du conseil, c'est comment est-ce que, voilà, on a réussi à recruter 1 personne, 5 personnes dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin et ancrer tout ça et comment est-ce qu'on favorise vraiment le maintien en emploi des personnes recrutées, hein, même après l'embauche. Le but, c'est vraiment ça, hein, c'est de se positionner sur de l'emploi durable et que ça soit intéressant à la fois pour l'entreprise parce qu'elle a investi financièrement, humainement, mais aussi pour la personne pour qu'elle puisse elle puisse se projeter à long terme, qu'elle puisse se dire je peux évoluer socialement, professionnellement. Donc voilà, c'est vraiment pour les deux parties. Et puis, il y a un aspect aussi qui est intéressant hein, sur la partie communication, quand il y a des intégrations qui sont réussies, c'est toujours intéressant de les mettre en lumière et d'en parler et de communiquer dessus. Et là, on rejoint évidemment les enjeux de marque employeur, mais voilà, c'est des choses qui contribuent à vraiment à faire en sorte que tout ça se pérennise. Voilà ce que je pense qu'on a fait le tour.